Bonsoir, alors ce cycle de vidéos reprend, je pense qu'elles ont vocation principalement à faire découvrir un certain nombre de textes courts, pas forcément de grands textes littéraires ou de textes de philosophie, parfois aussi de simples documents historiques. Alors aujourd'hui, j'ai remis la main sur un livre de RDA qui s'appelle de Walter Bartel, ça veut dire l'Allemagne à l'époque de la dictature fasciste. C'est un livre qui a été publié en 1956 et qui commence vraiment dans les toutes premières pages, et carrément les pieds dans le plat. Euh, Ça ne se ferait plus du tout dans l'historiographie d'aujourd'hui, pourtant c'est très éclairant. Il commence par un document très intéressant qui était connu dès cette époque, on est en 1956. C'est la lettre, ce que les Allemands appellent Industriellen Eingabe, la requête des industriels, la requête à Hindenburg, afin que Hindenburg pût nommer Hitler chancelier. Nous sommes le 19 novembre 1932 et vous savez que ce sera fait. Hindenburg va attendre fin janvier 1933. Voilà, c'est une pétition vraiment peu connue. Je suis obligé de vous la traduire moi-même parce que j'ai cherché sur Internet et bah, mon grand étonnement, c'est une lettre qui explique quand même les origines de cette guerre mondiale qui a fait 50 millions de victimes, mais visiblement ça n'intéresse pas les internautes français, ou alors très peu. J'ai pas trouvé de traduction officielle, alors que pourtant bon, le texte circule partout en Allemagne dans la presse. Ils ont malgré l'effacement de la RDA, un certain nombre de connaissances n'ont pas été effacées pour autant. Euh, alors, donc j'en fais une traduction rapide. Nous reconnaissons, donc c'est une liste d'industriels à Hindenburg, nous reconnaissons dans le mouvement national qui parcourt notre peuple le commencement plein d'espoir, disons, d'une époque qui, qui ne peut réaliser, ne peut fonder les bases inaliénables pour un renouveau de l'économie allemande que par le dépassement du conflit de classe, Klassengegensatz. Nous savons que ce renouvellement, enfin cet essor de l'économie, demande beaucoup de sacrifices. Nous croyons que ces sacrifices ne peuvent être faits que si le plus grand groupe de ce mouvement national participe de manière dirigeante au gouvernement. Et donc le fait de passer la responsabilité d'un cabinet présidentiel au Führer, donc au dirigeant du plus grand groupe national, à l'époque c'est évidemment le NSDAP, le parti nazi dont il est question, permettra de mettre de côté les entraves et les erreurs qui ont retenu le mouvement de masse jusqu'à présent et, permettra d'attirer des millions de gens qui se tiennent de côté pour l'instant afin d'en faire une force affirmative. Voilà, c'est signé par un nombre très important d'industriels. Alors vous avez Chart, hein, bien sûr, qui est l'ancien président de la Reichsbank, hein, qui est l'initiateur de ce texte. Vous avez en dessous le numéro 2, Commerz et Privatbank. Après Wintershall AG, après vous avez un banquier de Cologne, vous avez la Deutsche Bank, vous avez la Deutsche American Petroleum Gesellschaft, donc c'est la société de pétrole américano-allemande, vous avez la Commerzbank, vous avez chantier naval de Hambourg, vous avez la Banque de Hambourg, vous avez le maire de Hambourg, etc. Bon. Vous avez Thyssen, alors il y en a d'autres qui rejoindront le mouvement, je pense à Siemens, et évidemment toute l'économie de guerre allemande dont ils sauront particulièrement profiter. On connaît bien sûr Ligue Farben. Je suis évidemment pas un spécialiste, je voulais dire qu'il y en a, Gosweiler évidemment, Kurt Gosweiler qui a été traduit en français, Jacques Powell qui a écrit Big Business avec Hitler, qui est un belgo-canadien, tous deux édités chez mon excellent confrère Aden. Et il a bien fait donc en français. Hein.
Donc effectivement, cette lettre n'épuise évidemment pas le sujet, l'appréciation marxiste, disons, des liens entre capitalisme et fascisme, hein. Alors aujourd'hui, beaucoup de les historiens bien pensants vont vous dire ah voilà, ça c'est la version marxiste qui explique tout par cette lettre. Non, précisément, les théories marxistes sur le fasciste, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus, elles brassent beaucoup plus d'éléments que ça. Mais je suis frappé par le caractère immédiat, l'absence totale de phare. Les capitalistes ne prennent absolument pas de gants, ils appellent à, euh, à nommer Hitler au plus vite. Nous sommes, il est vrai, dans un contexte un petit peu gênant pour eux, parce que en novembre 32, Hitler venait de perdre des voix, il était passé de 37 à 33%. Je crois que le nombre de voix du KPD, les communistes, et du SPD, les sociaux-démocrates, dépassait le nombre de voix de nazis, donc ils sentaient bien que les choses pouvaient leur échapper, d'où effectivement cette lettre très insistante pour que Hindenburg se pressa de nommer Hitler chancelier. Et alors, donc ces historiens bien pensants vous diront, ah mais non, mais il y a d'autres industriels qui eux étaient pour von Papen. Alors von Papen, lui, va rentrer aussi dans le cabinet de Hitler, vous voyez, ça change beaucoup de choses, hein. C'est comme ces historiens là, qui, au moment de la guerre de 14, vous disent, oh, la vieille thèse marxiste sur les causes impérialistes, enfin les causes de la guerre de 14 par des rivalités impérialistes, tout ça s'est dépassé, et pour revenir en fait à la thèse, ah bah la guerre de 14 a été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc, ce qui est pas faux, hein, conjoncturellement, mais enfin déjà, c'est toujours prêté au marxisme un monocausalisme. Alors effectivement, ce que Engels, d'ailleurs, d'une lettre à Joseph Bloch très, très célèbre, a toujours dit, Marx et moi n'avons jamais parlé que de rôle de l'économie en dernière instance, on n'a jamais nié le fait qu'il y ait eu d'autres facteurs. Mais alors simplement, là c'est pas l'économie, effectivement, dans une lettre comme celle-ci, là, c'est pas l'économie en dernière instance, c'est vraiment en première instance et instamment, instamment demandé, là, hein. La pression, elle est directe. Alors moi, ça m'amuse aussi beaucoup parce que aujourd'hui fleurissent, notamment à l'extrême droite, toutes les théories du complot possible. On vous explique n'importe quel phénomène révolutionnaire par les Templiers, par les Illuminati, enfin, n'importe quel même bouleversement, de changement de régime en fait. Mais alors là, quand il s'agit du lien entre fascisme et capitalisme, alors pourtant il est totalement évident, et alors là on les entend plus. Pourtant, ce genre de documents sont quand même euh, assez parlants. Mais donc ça les concerne eux, ça concerne aussi exactement toute la presse bien pensante, tous nos manuels scolaires qui dépensent une énergie folle à étayer la thèse du totalitarisme. D'ailleurs, totalitarisme, souvent ils ont recours à Hannah Arendt, sauf que Hannah Arendt, elle le mettait quand même le colonialisme des puissances occidentales dans le totalitarisme. Euh, D'ailleurs, il faudrait savoir où commence le colonialisme. Par exemple, pour l'Italie, c'est le Sud qui était sa propre colonie. Euh, et effectivement, on voit bien que les méthodes fascistes le capitalisme, il y a eu recours en Europe, tout simplement parce que c'était son évolution économique qui l'y poussait. Donc voilà, il dépense une énergie folle pour étayer cette thèse complètement alambiquée, c'est-à-dire la thèse entre nazisme et communisme, alors que bon, elle a été appelée par le capitalisme pour éradiquer l'autre. Voilà, c'est parfois. Alors je suis extrêmement vulgaire, hein, j'évoque un simple document. Alors, je ne prétends pas faire l'histoire à partir de tout. Ça ne résume pas toutes les contradictions de l'économie capitaliste. Et d'ailleurs, Dieu sait que même un marxiste aurait des choses à dire au fait que non, le fascisme n'est pas simplement qu'un mouvement destiné à réprimer le communisme, hein. Il est le produit des contradictions du capitalisme. Il est le produit des contradictions de l'impérialisme, de son stade impérialiste. Ça, j'allais dire, même indépendamment de ce que fait le mouvement ouvrier, il tend à ça d'ailleurs, et c'est bien pour ça qu'il faut un mouvement ouvrier pour bloquer la machine. Voilà, mais je pense que je suis tout à fait frappé par ce document qui circule partout sur tous les sites allemands, y compris dans la presse normale, hein. C'est un document accrédité. Cette lettre des industriels donc, du 19 novembre 1932, et qui est chez nous, est curieusement tout à fait inconnue. Voilà, à demain.